Pratiquement l'une des premières personnes que j'ai eu l'occasion d'approcher professionnellement, c'était à l'époque le plus grand athlète du monde. Déjà à la fermeture de C8, j'ai trouvé ça absolument anormal. Est-ce que vous pouvez me dire ce que la tête décapitée de Marie-Antoinette a à voir avec des Jeux Olympiques? Est-ce que vous pouvez me dire que ce que le dernier repas du Christ, la scène, avec des drag queens, a à voir avec les Jeux Olympiques? Le Premier ministre britannique et moi-même donnions mandat à nos chefs d'état-major des armées pour qu'une équipe franco-britannique puisse être déléguée dans les prochains jours en Ukraine. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war, You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Right now, you don't. You're playing cards. Bonjour à tous, chers abonnés d'Omerta. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur de recevoir Nelson Montfort, commentateur sportif mythique. Est-ce que, déjà, nous sommes ravis de vous avoir. Également plaisir. Je voulais d'abord vous poser des questions sur votre carrière en tant que commentateur sportif. Quels ont été les moments les plus marquants de votre carrière et quelles sont vos personnalités sportives préférées? Disons que j'ai eu la chance de suivre quand même 15 Jeux Olympiques, les derniers étant ceux de Paris 2024, l'été dernier, vous vous en souvenez sûrement, olympique et para-olympique. Donc j'ai beaucoup de souvenirs. Je suis en train de rédiger un livre d'ailleurs qui est justement sur mes souvenirs, sur mes rencontres, qu'elles soient sportives ou autres. Mais je dirais que s'il faut directement répondre à cette question, j'ai quand même eu la chance d'accompagner le tennisman Rafael Nadal avec ses 14 victoires à Roland-Garros, les athlètes, les coureurs de 100 mètres de Carl Lewis, USA, Usain Bolt, Jamaïque, avec lesquels j'ai réussi à avoir des rapports un peu plus forts, enfin même beaucoup plus forts pour certains d'entre eux, que le côté intervieweur-interviewé. Donc oui, ça c'est une galerie de souvenirs que je garde très attachée et très présente au fond de mon cœur. Oui. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a particulièrement marqué ? Vous savez, c'est drôle parce que c'est peut-être comme en rencontre, comme en amour. On se souvient souvent de la première rencontre. Et lorsque je suis arrivé aux Jeux Olympiques de Barcelone, alors c'était il y a plus de 30 ans, je démarrais comme ça, et tout de suite dans le grand bain avec Carl Lewis, justement, dont je parlais il y a quelques instants. Pratiquement l'une des premières personnes que j'ai eu l'occasion d'approcher professionnellement, c'était à l'époque le plus grand athlète du monde. Donc oui, parce que, en plus avec Carl, oui, je l'appelle par son prénom, avec Carl, oui, on pouvait dépasser simplement le cadre de la course, dans des détails un peu plus intimes sur ses passions, sur sa famille, sur ses souvenirs, sur tout ça. Oui, ça m'a beaucoup marqué. Je dirais que les nombreux, parce que du coup je l'ai vu pendant longtemps, hein, Carl Lewis. Les nombreux contacts que j'ai eus avec lui m'ont beaucoup enrichi. Après, avec Usain Bolt aussi. Usain Bolt, je l'adorais parce qu'il venait avec son casque sur les oreilles, avec, j'imagine, la musique jamaïcaine, peut-être Bob Marley, je ne sais pas. How's my good friend from France? Comment va mon ami là de France? Ouais, ce sont des moments que je chéris énormément. Ouais. Alors, concernant le monde du sport, on a pu voir une évolution depuis plusieurs années. Comment est-ce que vous jugez l'état actuel du sport et qu'est-ce que vous pensez particulièrement du fait que souvent les sportifs maintenant doivent être le porte-étendard de causes, comme par exemple la cause LGBT. Comment est-ce que vous voyez cette nouvelle tendance? Il y a deux choses. Je pense d'ailleurs que le lien, si vous voulez, vient plus de ces causes vers les sportifs que des sportifs vers ces causes. Ça, je sais pas que je pense, j'en suis même sûr. Alors évidemment, les sportifs sont parfois très conscients du fait d'une cause qu'ils peuvent représenter, mais parfois ils sont très dépassés par vous savez, les sportifs. S'il y a s'il y a une sorte de considération que je tire de toutes ces années, j'en ai quand même pas mal, c'est qu'il ne faut pas davantage demander aux gens ce qu'ils ne peuvent offrir. De demander à un sportif, quel qu'il soit, de prendre vraiment conscience, de défendre une cause LGBT ou autre, c'est parfois peut-être trop lui demander. Et je me suis vraiment très souvent rendu compte de ça. Alors maintenant, si ça peut effectivement servir la cause, c'est très bien. Je ne suis pas sûr que les sportifs soient toujours les mieux informés déjà.
Ça, ils ne le sont même certainement pas. Et donc, voilà, je pense que chacun a sa place, si vous voulez. Ça, c'est vraiment ce que je mange. J'ai beaucoup vu ça. J'ai beaucoup vu des échanges. Voilà, chacun a sa place et je pense qu'on s'en portera mieux. Vraiment. Par exemple, récemment, on a vu un débat sur le port du voile dans le sport. On a vu Teddy Riner qui a réagi. C'est exact. Pardon, je m'interromps. Non, mais c'est exact. Alors, c'est exactement, quand je dis un peu dépassé par la situation, là, on est exactement dedans. Je ne peux pas imaginer que Riner dise « je suis pour le port du voile ». Non, mais il n'a pas dit ça. Il a dit « je suis pour la tolérance, etc. etc. » C'est déjà différent. Seulement, évidemment, tout de suite, on peut s'en emparer. Bon, alors, le truc est assez vite passé. Mais enfin, c'est vrai que pendant, je sais pas, 24 ou 48 heures, on ne parlait que de ça. C'est un très bon exemple. Ça, c'est exactement, quand je dis un sportif dépassé par la situation, on est exactement dedans. Alors, aujourd'hui, dans les médias, on voit de plus en plus de sportifs passer sur les chaînes de télé, notamment TPMP. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des médias aujourd'hui? Et on peut parler aussi de la fermeture de C8. Que pensez-vous de... Est-ce que vous pensez que les médias traditionnels vont être un petit peu voués à disparaître? Qu'est-ce que vous pensez de l'avenir des médias? Déjà, la fermeture de C8, j'ai trouvé ça... absolument anormal. Je veux dire qu'en France, au XXIe siècle, on interdise, enfin deux en l'occurrence, mais surtout l'une, parce qu'il fallait faire le deuxième pour montrer que ce n'était pas uniquement C8 et qu'on s'en prenait également à Énergie 12 de mémoire. Je trouve qu'en France, au XXIe siècle, d'interdire une chaîne, enfin deux chaînes de télévision, je trouve ça absolument ahurissant, si vous voulez mon avis. En plus, bon, il ne faut pas se voiler la face. Cette chaîne a été interdite à cause de la tranche 19h, 21h. Vous le savez comme moi, le reste du temps, peu de gens regardaient C8. Donc, franchement, je suis d'autant plus à l'aise pour vous le dire que je n'ai jamais travaillé avec Cyril Hanouna. Vous avez été invité une fois dans son émission, mais vous n'avez jamais travaillé. Plus d'une fois. Oui. Plus d'une fois. Mais quand j'ai pris, c'était au mois de février, je crois que cette décision a été prise, quand j'ai pris sa défense, c'est vrai que je pense que ça l'a touché parce que j'avais aucun intérêt. Je peux comprendre qu'un de ses chroniqueurs ou plusieurs de ses chroniqueurs ont pris sa défense, mais moi j'avais aucun intérêt dans cette affaire. Donc voilà, c'est totalement ça. Mais je le dirais sur C8 comme je le dirais pour n'importe quelle autre chaîne. Je trouve que d'interdire une chaîne aujourd'hui en France me semble invraisemblable, quoi. Mais voilà, c'est comme ça. Concernant maintenant, on va parler des nouveaux commentateurs sportifs, les streamers. Oui. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça peut avoir une influence sur le journalisme, les commentateurs sportifs? Est-ce que vous pensez qu'ils sont peut-être mieux payés que ne l'étaient les commentateurs sportifs à l'époque? Déjà ce que je dis, parce qu'il se trouve que j'enseigne dans une école de journalisme et donc j'ai des étudiants plutôt en master, donc c'est plutôt des étudiants qui ont allé en 21, 22 que 18, 19. Et je leur dis, vous rentrez dans ce métier pour tout sauf pour de l'argent. Alors après, effectivement, quand on atteint un certain statut, on gagne évidemment mieux sa vie. Mais moi, ça n'a jamais été ma motivation principale. Si je me suis enrichi, parce que je me suis enrichi, c'est par des rencontres. Je me suis enrichi par des contacts, par des langues étrangères, par les pays découverts, etc. Ça, c'est un vrai enrichissement. Mais certainement pas par la fiche de paye, si vous voulez. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, je trouve que c'est un métier absolument merveilleux parce que justement, il permet tout ce dont je viens de vous parler. Moi, honnêtement, j'en rêve encore, quoi. J'en rêve encore, les yeux ouverts. Je dis, mon Dieu, mais j'ai fait tout ça, j'ai vu tous ces pays, j'ai vu toutes ces personnes. Je sais très bien que ça fait rêver. Je sais très bien. Et j'en suis extrêmement conscient et reconnaissant à ma chaîne. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une mauvaise tendance, une mauvaise évolution dans le sport? C'est une bonne question, ça. C'est une bonne question, mais celle-là, je pense qu'on peut l'adresser, que ce soit aux sportifs et également à certains supporters. Je veux dire qu'il y a une prêche, évidemment pas par leur élégance personnifiée. Vous savez, moi, quand je vois certains sportifs qui sont... on peut citer les marques. Quand je vois certains ambassadeurs, par exemple, pour la marque Lacoste, je les trouve très élégants. Que ce soit Pierre Ninet comme comédien ou Novak Djokovic comme joueur de tennis, je les trouve très élégants. Franchement, je trouve que c'est même
enfin, vraiment une image d'élégance. Ces deux exemples, d'ailleurs, sont plutôt intéressants parce qu'il y a un sportif puis il y a un comédien, enfin acteur-comédien. Donc maintenant, effectivement, de dire que l'élégance est sans arrêt présente dans le sport professionnel d'aujourd'hui, non, ça serait effectivement, vous avez raison. Alors, Marcel Cerdan, c'est très ancien. Mohamed Ali, c'est un petit peu moins ancien. Je trouve que cet homme-là, pour moi, symbolisait l'élégance. Mais l'élégance n'est pas seulement vestimentaire, l'élégance est morale. Et il symbolisait cette élégance morale. Comme Marcel Cerdan, qui malheureusement nous a quittés bien trop tôt dans un tragique accident d'avion. Mais l'élégance morale, c'est ce qui est le plus important, évidemment. Alors d'ailleurs, en parlant d'élégance morale, on a pu voir un phénomène d'harcèlement, notamment envers Yoann Gourcuff. Oui. Ça a beaucoup fait parler. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé ou ça c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? C'est intéressant que vous parliez de Gourcuff parce que je crois que c'est peut-être l'une des premières victimes, parce que ça remonte quand même à quelques années, oui. Cette histoire. Bah déjà, comment dire, le harcèlement me fait penser à la jalousie, à l'anonymat des réseaux sociaux, à tout que j'appelle volontiers fléaux sociaux, à tout ce que je déteste dans la vie. Alors effectivement, Gourcuff, ça doit remonter à au moins 10 ans. Il a été le pionnier parmi les victimes de cette... Mais là nous sommes totalement dans le cadre du pire défaut du monde, qui est la jalousie. Mmh. Voilà, vous avez un footballeur qui est élégant, qui est beau garçon, qui est un excellent footballeur, malheureusement souvent blessé. Je me demande d'ailleurs même si c'est blessure en répétition, parce que vous savez, je me demande s'il n'y a pas un phénomène psychosomatique derrière tout ça. Enfin bon, c'est comme ça. Mais après, ça s'est hélas accentué. Aujourd'hui, je crois que, c'est pas un conseil que j'ai à donner, mais quoique oui, c'est peut-être une recommandation. N'allez pas sur les réseaux sociaux. N'y allez pas. Moi, je viens de participer récemment à Danse avec les stars, une émission phare de TF1. Bon, j'imagine volontiers que j'ai dû être... Bon, j'ai vu des messages très sympas, même très touchants. Et puis, mais parce qu'on me l'a dit, mais moi, je ne suis pas allé voir. Je ne suis jamais allé voir. Et je m'en porte beaucoup mieux comme ça, parce que j'imagine volontiers ce qu'on a pu dire de moi, sans parler de ce qu'on a pu dire des autres qui sont allés plus loin que moi dans cette émission, ce qui n'était pas bien difficile, parce que j'ai disparu assez prématurément. Mais voilà, tout ça, enfin, je crois que vous le sentez au ton de ma voix, je déteste tout ça. Je déteste ça. Je déteste profondément ça. Je déteste profondément ces dénonciations anonymes, ces jalousies, je déteste ça. Alors on peut dire que les réseaux sociaux ont un petit peu dénaturé, ou en tout cas ont une mauvaise influence sur le sport. Est-ce que l'argent également a tendance à dénaturer les compétitions sportives? Oui. Je ne peux pas répondre. Qui peut répondre non à cette question? Oui. Je vais vous donner un exemple. Les Jeux Olympiques de Paris 2024. Sachez que un tiers des délégations, un tiers des athlètes n'ont jamais mis les pieds au village olympique. C'était pas assez bien, c'était pas assez chauffé, c'était pas assez... Les repas n'étaient pas assez... les repas n'étaient pas assez bien, etc. Donc ils descendaient dans les hôtels de luxe à Paris. Comment voulez-vous qu'il y ait cette fraternisation, qui est l'idéal des Jeux Olympiques? Cette fraternisation, s'il n'y a pas si on ne loge pas au même endroit, si on ne dîne pas au même endroit, à la cantine ou autre, etc. Donc voilà, c'est l'exemple, c'est la réponse type à votre question. Je pense que c'est très très difficile de faire cohabiter une équipe par exemple de basket américaine, où il n'y a que des... Pareil pour l'équipe de basket française, parce que tous les joueurs français de basket jouent dans le NBA aux États-Unis, donc ils se connaissent très très bien. Mais donc avec des rameurs ou des gymnastes ou des tireurs à l'arc, que sais-je. Les vrais Jeux Olympiques, si l'on accepte l'athlétisme et la natation, qui sont vraiment les sports phares olympiques, l'athlétisme c'est le sport olympique, la natation n'en est pas très loin. Et là, bon, effectivement, le sommet de la pyramide gagne de l'argent beaucoup moins que dans d'autres sports. Enfin bon, on peut l'accepter. Mais en dehors de ça, pour moi, les Jeux Olympiques, c'est l'escrime, l'équitation, le judo, tout ça, voilà. La gymnastique, ça sont les vrais sports olympiques. Est-ce que les Jeux Olympiques ont besoin du tennis? Non. Est-ce que les Jeux Olympiques ont besoin du golf? Non. Est-ce que les Jeux Olympiques ont besoin du football? Non. Qui a gagné? Vous pouvez me dire qui a gagné le tournoi? Ben voilà. C'est bien la preuve. C'est bien la preuve. Donc voilà. Alors, si on ne peut pas répondre à cette question, qui a gagné le tournoi olympique de foot, de tennis ou de golf, ou je ne sais pas, même moi j'ai du mal, maintenant ça me revient, mais c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose qui cloche.
En parlant des Jeux Olympiques, qu'est-ce que vous avez pensé de la cérémonie d'ouverture? On sait qu'elle a fait parler à travers le monde. Qu'est-ce que vous en avez pensé Je pense qu'on aurait pu se dispenser de certains tableaux qui n'apportaient rien et qui en plus avaient une forme un peu de provocation et puis surtout qui n'étaient pas du tout liés à des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez me dire ce que la tête décapitée de Marie-Antoinette a à voir avec des Jeux Olympiques? Est-ce que vous pouvez me dire que ce que le dernier repas du Christ, la scène, avec des drag queens, a à voir avec les Jeux Olympiques? Moi, je veux bien, je suis quelqu'un de très tolérant, c'est peut-être ma religion protestante qui me fait dire que voilà, j'accepte toutes les opinions, mais là, on s'adresse à plus d'1 milliard de personnes, n'est-ce pas? Et imposer ces vues-là. Et puis, deuxième point, et là, j'ai jamais réussi, je vous dis, je n'ai jamais réussi à avoir l'explication. On met en scène les héros français, soit. Est-ce que vous avez vu Victor Hugo? Non, alors que la cérémonie s'élance devant Notre-Dame. Oui. Est-ce que vous avez vu Louis XIV, Napoléon? Non. Est-ce que vous avez vu De Gaulle? Non. Est-ce que vous avez vu Jeanne d'Arc, puisqu'il honneur aux femmes? Non. Non. Alors, donc ce sont des oublis, ou est-ce que c'est volontaire? Est-ce que... je ne sais pas, non, alors, comment, physiquement, au point de vue photographie et tout, c'est un peu long. 4 heures, c'est trop long. Enfin, voilà, ça tenait la route, hein, je veux dire. C'est pas ça. Mais il y avait des tableaux qui, je pense, étaient volontairement provocateurs, dont on aurait pu vraiment se dispenser. Ouais. Vous avez vu, il y a eu après une explication comme quoi c'était le festin des dieux de Dionysos, sauf qu'après, on s'est rendu compte que c'était aussi inspiré de la scène. Bon, c'était assez raté, on peut le dire. Vous savez, après, on trouve toujours des explications. Oui. C'est ce qu'on appelle du rétropédalage. Ouais. Autre question. Je sais que vous avez 2 filles. Oui. Est-ce que si vous aviez un fils, vous lui conseilleriez de faire carrière dans le sport en France? C'est une bonne question parce que je ne le... Bon, cette question, en fait, peut même s'adresser à vos filles, c'est vrai. Filles, exactement. Je pensais au football, mais c'est vrai que ça peut être... Oui, bon, il y a même du football féminin. Oui, c'est vrai. Il y a du football féminin. Comment dire si telle est sa passion, je n'irai pas contre cette passion. Maintenant, je connais les difficultés, je connais les écueils, je connais les pièges. Ça fait beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais en revanche, je peux volontiers voir des satisfactions immenses. Ce qui me plaît moins, c'est que je sais qu'aujourd'hui, le football, qui a pris déjà une place absolument plus que prépondérante par rapport aux autres sports, je sais très bien que des jeunes, et là sans doute plus des garçons que des filles, veulent devenir des grands, veulent devenir Mbappé ou que sais-je, etc. Mais les chances sont tellement minces. Le miroir aux alouettes est tellement grand. Je veux dire que, voilà, c'est ça ce qui me gêne un peu, quoi. Il y a peu d'élus. Comment? Il y a très peu d'élus. Il y a très peu. Et sans parler des élus qui, en cours de route, ne le sont plus. Je peux vous le dire, c'est mon métier. Depuis 30 ans, je côtoie tout ça. Extrêmement. Ça peut être très valorisant et très heureux l'espace d'un instant, parce que ça passe vite, hein, ça passe très vite. En revanche, c'est drôle parce que je me suis rarement exprimé là-dessus, mais je le pense vraiment. D'après tout ce que j'ai pu voir, les joies sont plus éphémères que les peines. Et ça, je l'ai vu très souvent. Et c'est comme ça, c'est ainsi. Les moments de bonheur sont plus instantanés. Après on passe. Tandis que les peines, elles peuvent durer très longtemps, voire même toute une vie. Vous savez, l'occasion ratée, ça peut durer toute une vie. J'en ai parlé avec beaucoup de sportifs. Les sportifs hésitent un peu à en parler, mais c'est ainsi. C'est ainsi. On voit aussi que certains sports comme le MMA en France ont été, on le vend en poupe en ce moment, mais que d'autres, comme le judo ou le karaté, sont vraiment un petit peu oubliés. Surtout le karaté. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça reflète une tendance de la société? Alors si vous on parlait il y a quelques minutes des Jeux Olympiques, comme vous le savez peut-être, le karaté, sport olympique, et non seulement sport olympique, mais en plus tenant, avec un Français, Steven Dacosta, tenant du titre à Tokyo, donc voulant défendre son titre en France, a été supprimé et remplacé par de la breakdance. Alors moi, je n'ai rien contre la breakdance, mais la breakdance qui, en plus, est supprimée aux Jeux de Los Angeles
dans 4 ans. Ce qui veut dire que, dans 3 ans maintenant, ce qui veut dire que, alors que la breakdance fait penser un peu aux plages californiennes, etc. Donc on supprime, il faut être bien assis quand même, hein, on supprime un sport olympique dans lequel un Français défend son titre à Paris, au profit d'un sport qui est un sport de démonstration. La breakdance n'est pas un sport olympique qui disparaît dans 4 ans, ce qui est bien la preuve qu'il n'a pas fait ses preuves. Alors, j'ai une dernière question, et pas des moindres. C'est What do you think about Donald Trump? What do I think about Donald Trump? He was elected, je vous réponds en anglais? He was elected with a popular vote of 6 million votes superior to his opponent, Kamala Harris, which means that you cannot contest his election. C'est comme ça, c'est ainsi. Parce qu'aux États-Unis, il y a 2 choses. Il y a les grands électeurs et puis il y a le vote populaire. Lui, évidemment, il voulait beaucoup avoir le vote populaire pour légitimer son élection, ce qui fut le cas. Alors, je veux dire que tout n'est pas parfait avec lui, mais son élection est légitime, qu'on le veuille ou non. Son élection est légitime. Donc, voilà. Maintenant, voilà, si la paix pouvait être signée en Ukraine et autres, voilà, je constate simplement que cette affaire traîne depuis des années, que là, il semble qu'il y ait une volonté. Il ne faut pas être seul pour avoir la volonté. Il doit y avoir une rencontre jeudi. Là. Voilà, alors, je ne sais pas quand notre interview paraîtra, mais voilà, mais même si son adversaire, la femme, avait été élue, je dirais, je souhaite le plus grand succès possible, parce que succès des USA, c'est succès pour nous. On n'est pas dans un monde de conflits. Historiquement, les Français ont parfois tendance à l'oublier. Historiquement, il s'agit quand même de notre plus grand allié. C'est-à-dire 2 guerres mondiales, ce n'est pas rien. 2 guerres mondiales, sans les GIs, en 1944, sur les plages de Normandie, l'invasion, le débarquement, l'invasion c'était l'invasion allemande. Le débarquement aurait échoué, Donc je veux dire, voilà, c'est notre plus grand et fidèle allié à travers les ans. Donc moi, j'aime l'Amérique, j'aime les USA, je n'aime pas tout, mais j'aime ce pays. En plus, il se trouve que c'est mon 2e pays, de là mon prénom anglo-américain. Bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez une actualité dont vous voudriez nous parler pour finir? Eh bien oui, comme vous savez peut-être, je joue une pièce de théâtre avec mon complice et ami Philippe Candeloro, une pièce qui s'appelle Sapatine à Tokyo, écrite par un jeune duo d'auteurs, Hugo Crémasky et Julien Grange. C'est une comédie policière qui se passe donc à Tokyo dans le cadre d'un championnat du monde de patinage. On a déjà joué cette pièce une bonne 20 fois, peut-être plus, entre 20 et 30 fois à travers toute la France. Franchement, les gens adorent, les gens sont très très heureux de venir voir cette pièce. Et cette pièce se poursuit toute cette fin de printemps, tout l'été, et peut-être cet automne à un théâtre parisien. Ok, écoutez, on sera ravis de venir vous voir avec Philippe Candeloro. J'espère qu'il va bien lui aussi. Il va très bien, et si vous voulez le recevoir dans votre émission, c'est bien volontiers qu'il acceptera. Voilà. En tout cas, n'oubliez pas la sortie de notre nouveau magazine. Trump, ça, c'est Poutine. le tout dernier. Moi, je devais avoir l'avant-dernier. Oui, on va vous donner aussi le dernier. Quelle générosité, c'est parfait. Voilà, c'est de ce dont nous parlions. Oui, voilà, exactement. Bien sûr. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci. Et à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur Omerta.